Bonjour, merci d'être là pour ceux qui sont à distance et pour ceux qui ont eu la chance de venir et d'être là, qui ont bravé les conditions, le froid et qui sont avec nous, c'est super. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'accessibilité numérique, c'est pas un sujet nouveau parce que si vous êtes là, c'est que vous vous sentez concerné. D'abord, je voudrais pour commencer remercier OnePoint, OnePoint qui nous accueille chez eux, OnePoint qui va nous faire partager aussi toute l'expérience à travers différents métiers qui sont les leurs. Et donc, ça va être très intéressant. Vous allez voir, on va essayer de casser un peu les a priori ou les habitudes ou les poncifs sur l'accessibilité numérique. Ça va être un peu l'objet de cette présentation. Voilà. On avait le sujet, c'est vulgarisation de l'accessibilité numérique. Et surtout, ça va être l'accessibilité numérique, c'est pour tout le monde. C'est pas que pour le handicap. Et je crois que c'est peut-être une chose importante à noter, c'est que ça sert à tous. Voilà. Euh, Aujourd'hui, il y a avec nous la chance d'avoir des gens fantastiques. Donc, Nawal Alalaoui. Nawal qui est consultante, plus que consultante, qui porte le handicap plus fort que jamais et qui est fantastique. Consultante et coach experte en accessibilité universelle et démarche inclusive au sein de OnePoint. Un sacré pédigré. À côté de Nawal, Serge Assayag, Serge qui est partenaire, Head of People Transformation and Employee Experience chez OnePoint. Il nous expliquera comment aussi, dans son accompagnement des DRH sur un ensemble de sujets, ces personnes intègrent la notion d'accessibilité numérique. À ses côtés, Gaël Poupard, qui est lui le responsable tech de OnePoint et qui a comme lourde mission de permettre à tous les éléments numériques de devenir accessibles à tous. Et enfin, Bassam Belgange, qui est leader design product et qui va aussi reprendre la mission sur le handicap. Alors, rapidement, l'accessibilité numérique, on va pas, vous connaissez le sujet normalement, parce que si vous êtes là, si vous connaissez, deux choses, c'est permettre d'une part à tous de pouvoir avoir accès à tous les contenus digitaux et plus globalement au monde numérique. Et la deuxième chose, c'est de permettre à chacun de pouvoir exprimer, que ce soit dans sa vie perso, dans sa vie professionnelle, son talent sans avoir à se sentir freiné ou bloqué par un manque d'accessibilité numérique, surtout dans un monde où tout devient numérique. Tant que ça restera un sujet annexe, un sujet en plus, et Gaël nous en parlera, tant que ça restera un sujet en fin de brief, où finalement il y a une perte de lien entre le brief et les product delivery. Tant que ça restera ça, on continuera à se faire des webinaires comme ça, où vous direz c'est super, et en sortant, ça ne changera rien, ça ne sera pas passage à l'acte. Donc l'objectif, c'est vraiment que tout le monde s'empare de ce sujet, et surtout que tout le monde, au sein de l'entreprise et au sein de la société, comprenne que c'est un sujet qui ne concerne pas que les personnes handicapées, il concerne tous. Il y avait un intervenant qui, hélas, ne sera pas avec nous aujourd'hui pour des raisons personnelles, et j'espère que tout va bien se régler. C'est Anthony Baknin. Anthony est cofondateur de l'association Diversité. Il accompagne aussi Cédric O, c'est un entrepreneur social qui est assez fantastique parce que lui, l'accessibilité numérique, c'est aussi un grand levier d'inclusion. Donc, on essaiera de suppléer à son absence. Voilà. Donc, quand on parle d'accessibilité numérique, on parle aussi beaucoup d'obligations légales. Alors, oui, c'est une obligation légale. On va vite évacuer ce sujet. Serge, peut-être, tu peux nous parler de l'obligation légale de l'accessibilité numérique ? Vous m'entendez mieux ? Oui, mieux. L'entreprise se doit de mettre en place en fait l'ensemble des leviers qui permettent, lorsqu'elle construit des applications, des sujets, des sites internet, etc., de donner la possibilité d'accéder et de mettre en place tous les leviers pour que tout le monde puisse aujourd'hui avoir accès à toute l'information. C'est une obligation en tant que telle. On le voit d'ailleurs, je regardais tout à l'heure, quand on ouvre son iPhone, tout simplement, je ne vais pas faire de pub, en fait, vous voyez tous les leviers d'accessibilité qui sont définis. En fait, c'est très détaillé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le cadre dans lequel on s'inscrit, qu'il soit légal ou moral, il est connu de tous. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les DRH et pour les directeurs financiers ou pour les directeurs juridiques des entreprises, c'est une obligation. Évitons de se faire sanctionner. Mais c'est terrible, c'est de se dire on répond à une obligation, à une contrainte légale, législative, et surtout on ne prend pas en compte la formidable
accélérateur de performance et de business pour les entreprises que représente l'accessibilité. Et ça, c'est un levier super important parce que ce qu'on verra aussi, c'est que ça concerne des métiers. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement le fait de se dire c'est accessible, mais il y a des métiers d'accessibilité. Donc, ce qu'Anthony nous aurait brillamment présenté, c'est comment il arrive à intégrer des jeunes qui sont en situation ou d'échec ou en reconversion, qui cherchent une voie, et comment il arrive à les intégrer dans des nouveaux métiers qui sont des métiers de demain. Nawal, tu en parles beaucoup avec tes clients. Ça concerne beaucoup de métiers. Parle-nous-en un peu. J'en parle pas qu'avec les clients, Christian. Ça me concerne déjà personnellement. J'en parle avec les associations, j'en parle avec mes collègues. J'en parle tout le temps, c'est un peu mon cheval de bataille. L'accessibilité, en fait, c'est donner la chance à tout le monde, à toutes et à tous, d'avoir sa place dans la société. Sa place d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'elle puisse consommer, qu'elle puisse travailler, mais c'est aussi sa place d'un point de vue humain, qu'elle puisse aller à l'école, qu'elle puisse avoir des enfants. En fait, l'accessibilité numérique, c'est quelque chose qui, pour le coup, si on prend juste mon exemple à moi seule, fait que je suis à côté de vous tous là, que je vous entends, que je peux vous parler au téléphone. Parle-nous un peu de ton exemple, parce qu'il y a des gens qui ne le connaissent pas et il est admirable. Non, il n'est pas admirable, il est normal. Et c'est... Ton parcours. Quand on regarde le milieu associatif et quand on voit le parcours des personnes en situation de handicap, je vous assure qu'il y a des choses sur l'accessibilité qu'on se dit, mais mon Dieu, mais pourquoi on n'y pense pas puisque ça nous prend aussi peu de temps. Aujourd'hui, grâce aux appareils auditifs qui, pour vous, pour la majorité des personnes lambda, ce sont des AirPods. Pour moi, c'est juste ma raison de vivre, en fait. Sans ça, je ne vous entendrai pas. Ils sont discrets, ils sont là. Par contre, ils me mettent en danger parce que quand ils ne fonctionnent pas, j'entends pas ce qui se passe autour de moi. Et l'accessibilité aujourd'hui, si on veut la pousser jusqu'au bout, notamment par rapport aux appareils auditifs, c'est de pouvoir les rendre waterproof, par exemple, que je puisse sortir sous la pluie et que sans être en danger de devoir les retirer, que je puisse prendre ma douche, que je puisse dormir avec. Enfin, il y a plein de choses, en fait, tout simplement que l'accessibilité numérique n'est pas poussée jusqu'au bout par les sociétés. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne comprend pas, ou disons qu'on se dit l'accessibilité, c'est pour les handicaps, et les personnes en situation de handicap, il n'y en a pas beaucoup. C'est faux, il y a 12 millions de personnes en situation de handicap, il y a 42% de la population française qui est concernée si on prend les seniors. Donc quand on voit ces chiffres-là, sincèrement, moi le message que j'ai à passer, c'est que les écoles m'ont dit qu'ils n'étaient pas capables de m'accompagner et que je n'étais pas à ma place parce que j'étais malentendante. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas au courant de tout ce qui était capable et tout ce qui était possible d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, quand on pense handicap, on pense fauteuil, on pense des handicaps moteurs, lourds, difficiles à accompagner, et même pour ça, aujourd'hui, grâce à la data et à la neuroscience, on est capable d'accompagner et d'insérer ces personnes-là grâce aussi à l'accessibilité. Donc techniquement, mon parcours, que ce soit de l'école jusqu'au monde du travail, n'est fait et il n'avance que grâce à l'accessibilité numérique et physique. Merci Nawal. Serge, avant de passer sur la technique et après sur l'accompagnement des clients, Serge, il y a une partie qui est effectivement l'accès à l'emploi et donc la formation. Il y a une partie aussi, une fois qu'on est dans l'entreprise, d'accompagnement dans l'entreprise. Alors comment les cibles que tu accompagnes au sein des entreprises intègrent ce sujet sur l'accessibilité numérique ? Est-ce que c'est un sujet qui les concerne pas, qui est annexe, qui n'est pas prioritaire ? Est-ce que, comment ils intègrent et comment ils interprètent ce besoin de l'entreprise ? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il faut élargir le champ, non pas uniquement à l'analyse de l'accessibilité numérique, mais de l'accessibilité au sens large, voire même de l'inclusion dans sa globalité. Le sujet aujourd'hui, alors tel qu'on l'observe nous, encore une fois, je n'ai pas la prétention de parler au nom des DRH. Les DRH ont d'ailleurs un porte-parole et s'expriment sur l'ensemble de la réglementation que tu as définie tout à l'heure. Et tous les projets qu'ils mettent en place, ils les portent eux-mêmes. Maintenant, la fenêtre d'observateur qu'on a, nous, en tant que cabinet de conseil, puisqu'on accompagne beaucoup les DRH dans leur transformation, c'est qu'aujourd'hui, il y a une appropriation de ces sujets-là. Diversité, inclusion, mission handicap, tout le monde tout le monde a construit, tout le monde a bâti en fait sa cellule, a identifié les personnes pour les porter, etc. Donc la prise de conscience, je pense qu'elle est réelle. Il n'y a pas de gros débat là-dessus et elle est assez généralisée. La plupart aujourd'hui des DRH mettent dans leur plan stratégique, dans les missions qu'ils veulent mener,
des enjeux autour de la diversité, de l'inclusion, de l'accessibilité, et donc un des sous-volets étant à un moment donné l'accessibilité numérique, avec les obligations légales que tu as définies, mais aussi avec un volontarisme peut-être plus marqué pour certains. Le sujet auquel on est confronté là, c'est le passage de l'intention à l'action, et qui est tout l'enjeu finalement de cette matinée. Et là, on a face à nous des DRH qui veulent bien faire, mais qui ne savent pas souvent comment prendre le sujet, très sincèrement. Donc on le verra certainement tout à l'heure, mais c'est pour le moment assez focalisé sur ce qu'on va appeler de l'acculturation. Je sensibilise, je forme, j'informe, je fais des conférences, je participe à des webinars, typiquement ce qu'on fait ce matin, c'est très bien. C'est pas suffisant. C'est le début de quelque chose, mais qui doit permettre derrière, dans des programmes internes, dans des politiques internes, d'aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, je trouve qu'on en est là, que dans les enjeux en fait, que l'on observe, auxquels les DRH sont confrontés, ils le disent eux-mêmes, hein, on regarde partout toutes les études, etc. On sait bien qu'il y a des très forts enjeux de recrutement, très forts enjeux de formation, des enjeux de transformation culturelle, des enjeux liés à la responsabilité de l'entreprise, et je pense qu'on en reparlera aussi rapidement tout à l'heure. Tous les enjeux en fait, auxquels les DRH sont confrontés, à un moment donné, le levier de l'inclusion est réel et est facteur de performance. Et tous ces sujets-là, en fait, trouvent à un moment donné un écho dans l'inclusion et dans l'action qu'ils peuvent mener justement autour de l'inclusion. Donc, pour répondre à ta question très concrètement, prise de conscience réelle. La phase dans laquelle on rentre aujourd'hui, c'est une phase d'opérationnalisation, je ne sais pas si ça se dit. De passage à l'acte. Et comment on fait exactement pour passer à l'acte? Alors Bassam, toi, normalement, une fois qu'il y a Serge, toi, il y a après que tu vas être en contact d'autres populations dans l'entreprise. Est-ce que le message passe? Est-ce que, comme dit Serge, pour l'instant, c'est que la sensibilisation et que, en fait, c'est pas un levier de business ou c'est pas perçu comme un levier de business, donc c'est pas prioritaire dans une économie un peu tendue? Ou est-ce que tu penses que le message a tendance un peu à... En fait, toute l'action de Serge, elle est dans cet accompagnement de transformation RH au sens global. Donc, on a des actions business très concrètes. Donc, comment on accompagne directement nos clients à franchir ce pas? Donc, on est là. Et Serge, je ne me ferai pas le porte-parole de Serge parce qu'il le fait extrêmement bien. Moi, ce que je pourrais faire, c'est de zoomer sur la partie accessibilité numérique. C'est-à-dire quand on descend au niveau du produit digital et comment l'organisation globale, elle s'approprie la chose. On voit plusieurs dynamiques. Si je fais fi de cette notion d'inclusion et de cet objectif d'inclusion, ça fait des années qu'on voit plusieurs dynamiques s'installer. Toutes les entreprises se repositionnent et se recentrent sur l'expérience utilisateur et l'expérience collaborateur. Donc, l'utilisateur, donc quand on a fait ce cheminement-là, et ça fait des dizaines d'années, une partie des utilisateurs, et Nawal l'a rappelé tout à l'heure, on a un pourcentage assez élevé, qui a des besoins. Pour avoir une expérience optimale, on a besoin de s'attarder sur ces besoins, sur ces différentes interactions avec le produit digital et physique, si on parle d'omnicanalité, mais on a besoin de le prendre. Et aujourd'hui, c'est mon côté très optimiste, c'est qu'on est prêt à intégrer d'une manière native cette partie d'inclusion et de regarder la notion d'accessibilité numérique. La notion d'expérience collaborateur, et Serge porte une offre aussi là-dessus, c'est qu'on a aussi un mouvement, comment mettre le collaborateur au centre du mouvement d'une entreprise. Et là aussi, d'une manière assez statistique, on retrouve un ensemble de personnes qui sont en situation de handicap à l'intérieur de la société ou potentiellement demain qui rentrera dans le marché du travail de l'extérieur. Donc ça aussi, on porte un ensemble d'offres. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une dynamique qui est installée et il y a d'autres leviers qui sont à l'extérieur du sujet d'inclusion qui nous amènent à le faire. Après, il y a d'autres dynamiques. Il y a nous, par exemple, nous, tous ensemble, il n'y a personne qui nous a obligés d'aller regarder la partie accessibilité numérique. On a un ensemble de convictions, mais notre sujet à nous, c'est de conseiller nos clients pour que tout ce qu'ils entreprennent soit efficace, utile et avec un retour sur investissement. Donc, assez naturellement, on va aller pour intégrer l'ensemble de ces populations-là et aussi intégrer chez nous l'ensemble des savoir-faire qui partent de l'imagination et le design, si je reviens sur la partie numérique, du design du produit numérique et tous les savoir-faire qui nous emmènent jusqu'à sa mise en marché et le fait de le faire grandir. Et Gaël prendra le moment un peu pour pouvoir parler encore très concrètement de tout ça, de toutes les problématiques et les points qu'on rencontre.
Mais aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est dans un moment qui est extrêmement intéressant parce que il y a des mouvements qui sont macro, qui nous emmènent à être beaucoup plus simplement focalisés sur ces sujets d'inclusion et d'accessibilité numérique. Et la loi aidant, depuis juin dernier, on rentre dans la notion d'incitation à se conformer, parce que sinon on a un malus si on ne le fait pas. Alors, merci Bassam. On reparlera de business parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que l'accessibilité numérique, c'est un levier de business aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exclure dans le business, dans le commerce, d'une partie de la population sous prétexte qu'elle n'a pas accès à vos informations. C'est dommage pour les marques et c'est une opportunité pour des marques qui, eux, vont jouer le jeu. Donc, ce n'est pas simplement un levier de bonne conscience ou de gentillesse ou d'intégration Charité. ou de charité, c'est aussi un levier de business, c'est un levier de société. Donc ça, c'est super important parce que là, il y a quand même, parce qu'on parle toujours de passage à l'acte, mais celui qui fait le passage à l'acte, c'est quand même Gaël. C'est peut-être parce qu'il est jeune aussi, c'est pour ça sûrement. Donc Gaël, quand toi, tu vas récupérer le brief et on va te dire deux choses. Mon site ou mes éléments, est-ce que tu peux les rendre accessibles parce que je me suis fait choper par ou la réglementation ou par mon DRH ou par ceci en disant voilà le site est pas accessible. Donc toi ton boulot c'est aussi de rendre les éléments, de les auditer, de les rendre. Et deuxième point, est-ce que tu trouves que dans les briefs c'est suffisamment intégré entre le début du brief et lorsque le produit est délivré, terminé? Assez clairement non, pour répondre à la dernière question. Il y a effectivement deux cas de figure dans mon cas, donc moi je suis référent technique. Soit j'interviens sur un projet existant pour faire de la correction, donc là clairement c'est que c'est trop tard. Donc c'est le moment où ça coûte très cher de me faire intervenir. Et la partie où on démarre un projet, il y a vraiment un chantier de refonte ou un nouveau produit ou service qui doit sortir. Et donc là encore, on a deux cas. Soit l'accessibilité est exigée dans le cahier des charges, soit elle ne l'est pas. Ça arrive encore fréquemment, même pour des services publics ou des entreprises qui ont l'obligation légale de ne pas le stipuler dans leur cahier des charges. Donc c'est la découverte généralement quand on revient échanger avec eux. Et même quand c'est le cas, quand c'est exigé dans le cahier des charges, derrière, on se retrouve aussi face à des problématiques de capacité et de compétences des entreprises à faire accessible. Aujourd'hui, comme l'accessibilité numérique sort un petit peu de son cadre méconnu jusque-là, c'était vraiment un sujet très exotique jusqu'à il y a assez peu de temps. On voit encore ça sur la partie métier de production des services numériques, parce que la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui dans notre industrie ne sont pas formés, n'ont pas connaissance du sujet, littéralement. Donc tous les projets qui démarrent avec des exigences dans le cahier des charges, il y a une première phase qui est la formation, la sensibilisation de tous les intervenants. Donc c'est en soi un surcoût, on paye la méconnaissance du domaine systématiquement sur tous les projets. Et ce sera le cas tant que, globalement, dans l'industrie, la compétence ne sera pas acquise. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est déjà de voir que dans les circuits de formation, dans les écoles d'ingénierie ou ce genre de choses, ça commence à émerger petit à petit. Donc il y a des formations plus ou moins spécialisées, il y a des volets qui apparaissent. Mais ça va mettre longtemps avant que l'investissement qui est fait dans les formations actuelles soit représentatif à l'échelle de l'industrie. Aujourd'hui, on est plutôt à essayer de rattraper et d'intégrer des formations en interne dans toutes les entreprises qui produisent pour faire monter le plus de monde possible en compétences. Et ça s'avère assez long, même quand on est ambitieux et qu'on a un minimum de ressources. C'est long de faire monter du monde en compétences comme ça. Oui, donc... Si je peux me permettre, bien sûr. Effectivement, ce qu'on voit, c'est même quand on a des acteurs qui ne sont pas encore prêts sur le sujet d'accessibilité, mais quand on les voit dès le début et on leur propose le sujet et on leur dit, nous, notre vocation, c'est à chaque fois qu'on touche un produit digital, il faut qu'il soit accessible, donc on le propose. On a rarement des réticences là-dessus. Donc, il y a peut-être une méconnaissance, mais dès qu'on le présente, et effectivement, on rappelle tous les sujets, que ce soit réglementaire ou que ce soit la partie business telle que tu l'as dit, c'est-à-dire on a une partie de nos utilisateurs, de nos clients qui ont des besoins spécifiques dès qu'on a besoin de le prendre.
les gens nous laissent la main. Et quand on arrive au début, la facture est contenue. Oui, mais je rebondis quand même sur le point de Gaël, parce que quand on parle de passage à l'acte, on parlait justement de différence entre la volonté et l'action. On sait que la volonté est là, mais Gaël, lui, quand il se prend les briefs et que c'est pas intégré dans le brief, il fait, ben oui, c'est gentil de se dire on va le faire, mais derrière, c'est pas fait. C'est comme les histoires d'amour, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Et ben, si la preuve n'est pas là, on peut faire des belles déclarations, mais ça va pas durer super longtemps. Donc, et tu soulevais un autre point super intéressant, et j'aimerais bien que Naël rebondisse dessus, c'est la formation. Alors je sais qu'Anthony, c'est un de ses sujets. Bon, je vais représenter forcément moins bien que lui, mais c'est un de ses sujets de dire que c'est pas, si on n'attaque pas dès la formation, si dans les écoles d'ingénieurs ou dans les parcours parallèles, tels que lui fait avec son association Diversité, ou que nous on a fait Dentsu, en prenant des jeunes en forme de, en reconversion professionnelle qui sont venus parce qu'ils avaient du talent, de la personnalité, de l'envie et la compétence, et ben ils l'acquièrent, et l'expérience, ils vont la gagner. Mais voilà, il y a plein, c'est un vrai potentiel de formation, de sortir des gens qui sont pas forcément dans la bonne voie et qui vont revenir là-dedans. Il y a des métiers, c'est énormément de métiers dans les écoles d'ingé, et pas que dans les écoles d'ingé. Nawal, toi, je sais qu'auprès des écoles, tu es assez impliqué, donc est-ce que tu partages ? Oui, totalement. Et en fait, là, on parle, pour la partie d'Anthony, on parle beaucoup d'insertion économique. Et pour le coup, il n'y a pas que Anthony, il y a Diversité, Simplon, Nuikea. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on récupère des personnes qui ont un vrai talent en termes de digital, parce que c'est généralement des digital natives qui sont complètement hors circuit au niveau scolaire. Et on les réinsère dans le monde de l'entreprise, soit adaptés quand ils sont en situation de handicap, soit tout simplement ce que fait Microsoft ou Diversity, parce qu'ils sont issus de cités, de minorités, etc. Et on leur fait découvrir un métier dont ils n'avaient même pas conscience. C'est-à-dire que les premières réactions et les premiers retours que j'ai de mes coachés, c'est de me dire mais pourquoi on ne nous en a pas parlé à l'école en fait ? Mais puisque ça existe, puisque finalement ça facilite l'achat, que ce soit dans le luxe comme à Carrefour ou dans n'importe quelle structure en fait de consommation et de vie, pourquoi est-ce qu'on nous a pas fait découvrir ce métier en amont ? Et on se rend compte au fur et à mesure de ces formations-là, qu'elles soient d'ailleurs des formations diplômantes comme certifiantes, que avant même la fin de la formation, les étudiants sont déjà en fait chassés par les entreprises. Donc il y a vraiment une vraie pénurie des talents de l'accessibilité, comme l'a si bien dit Gaël. Et aujourd'hui, par exemple, chez OnePoint, et c'est ce que j'adore, c'est qu'on est aussi capable, grâce à notre maison d'édition Gamabou, de mettre en place des serious games qui permettent tout simplement de former tout type de métier, tout type de personne, quel que soit son niveau en fait de connaissance du métier, à se mettre en situation de handicap et dans une situation finalement qui est compliquée pour comprendre les enjeux, les leviers et l'intérêt de l'accessibilité numérique dans l'entreprise et peut-être par la suite, et je l'espère, aller plus loin, même dans le monde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a été approché récemment par une grande école du luxe qui nous dit, écoutez, aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'accessibilité numérique, c'est aussi la globalisation, c'est aussi la mondialisation. Aujourd'hui, on a besoin en fait de modules qui allient sobriété numérique, accessibilité numérique et green. Et quand on a poussé un peu avec cette école pour comprendre pourquoi, on s'est rendu compte que les grandes entreprises, ils ont cette prise de conscience, mais ils ne trouvent pas en face comment passer à l'acte parce qu'il n'y a pas assez de personnes formées sur le sujet dans le marché. Pour pouvoir tout simplement réaliser les projets dont ils ont besoin. Donc finalement, il n'y a plus cette mauvaise foi à laquelle j'ai été confrontée dans le passé au début du handicap. Enfin, c'est pas vraiment le début, mais en tout cas, on va dire le début de la loi de 2005. Aujourd'hui, il faut savoir que cette loi de 2005 d'égalité des chances, grâce à tout ce que fait Madame Sophie Cluzel, a montré réellement, au-delà de l'aspect réglementaire, un aspect finalement d'ouverture mondiale. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est repris par les écoles aujourd'hui. Ça ne va pas assez vite et ça
ça va pas aller plus vite si on s'y met pas. Ici, on n'y met pas des personnes telles que Serge, avec toute la partie ANDRH et tout le collectif finalement des dirigeants de France. Je vais revenir à Serge. Je peux rajouter un mot puisque j'ai été interpellé gentiment. Le message qui est très fort, sur lequel je voulais juste rebondir, c'est que en fait, quand on dit c'est l'affaire de tous, évidemment, ça fait très slogan. Sauf que ce genre de sujet, ça peut pas se traiter en fait les entreprises d'un côté, les associations de l'autre, les startups à côté ou le monde de l'éducation. Ce qu'on voit bien, c'est que on démarre très tôt. Ça veut dire que, et vraiment je prends de la hauteur sur de la diversité au sens large, l'inclusion au sens large, ça part de l'école, donc il y a un vrai sujet d'éducation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le maillage est réel. Les écoles, les entreprises, les startups, les associations, les pouvoirs publics bossent ensemble en fait sur ces sujets-là, sont complètement maillés. Et nous, en tant que cabinet de conseil, on est aujourd'hui, quand on travaille avec les écoles, on a une activité qui est très active en fait au sein de OnePoint, dans la relation qu'on a avec les écoles, dans le fait d'intervenir, dans le fait de les aider aussi à développer des nouveaux programmes, dans le fait de les sensibiliser. On parlait tout à l'heure d'acculturation et de formation. On ne va pas acculturer et former uniquement quand on est rentré dans une entreprise. C'est dès le départ, dès le monde de l'éducation. Et ce lien entre ces différents univers, je pense qu'il se coordonne, il s'anime, et aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est celui-là. Et c'est ce qu'on fait justement aujourd'hui avec le Manifeste pour l'inclusion, qui est une association portée par Julie Finiger, ici présente, et Christian Coquart, mais qui est à l'initiative de Madame Sophie Cluzel. Donc techniquement, c'est un début. C'est un début. On doit aller plus loin. C'est un début. Mais tu as parlé un moment de handicap et de situation handicapante. Et j'aime bien la notion de situation handicapante parce qu'on est tous, un jour ou l'autre, confrontés à une situation handicapante. L'exemple le plus basique, c'est le vibreur du téléphone quand on ne peut pas avoir sa sonnerie parce qu'on est dans le métro, parce qu'on est en réunion. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qui est développé en termes d'accessibilité numérique, et ce terme devient un peu galvaudé, ou alors il est excluant en lui-même, tout ce qui est développé, ça sert à tous. Et ça sert à tous, et quand on revient aussi sur la notion d'entreprise, parce que c'est là où je voulais en venir, sur la notion de business, parce qu'on sait qu'à un moment donné, même si on doit développer les conditions d'un monde plus durable pour que nos sociétés puissent croître de manière plus pérenne, le business reste quand même, pour beaucoup d'entreprises, le nerf de la guerre, forcément. Et c'est Serge que je voulais intervenir là-dessus, que je voulais interroger là-dessus, parce qu'on parle de business, on parle de clients, on parle d'accès, on parle d'un système économique, un système de distribution qui devient de plus en plus numérique ou digital, en e-commerce. Donc quel est le point pour toi là-dessus qui est aussi un déclencheur, parce que le passage à l'acte, c'est pas juste, comme on disait tout à l'heure, la charité, c'est aussi cette question pour une entreprise de se dire, moi j'ai besoin de développer mon business aussi. Alors, le télétravail, je vais reprendre une petite généralité, mais le télétravail, le fait d'être à distance maintenant, qui est devenu pratiquement une norme, en tout cas dans lequel on s'est complètement intégré, il y a une accélération très forte, évidemment, depuis 18 mois, fait que la consommation se passe de plus en plus à distance. Le lien, la relation client se passe de plus en plus à distance. En tout cas, elle est venue dans une logique d'omnicanalité compléter une relation physique one-to-one qu'on avait. Donc l'accessibilité physique au point de vente, l'accessibilité à l'entreprise en tant que telle, c'est forcément déplacé dans des logiques d'accessibilité numérique, par les sites, par les apps, et évidemment dans la relation aussi que l'on a avec le client. Alors avantage, inconvénient. L'avantage, c'est que finalement, tout handicap ne se voit pas. Et en fait, l'entreprise qui cherche à vendre son produit, son service, etc., pour elle ne voit pas de différence. Donc ça, c'est le point positif, c'est qu'il n'y a pas de différence. L'inconvénient, c'est que finalement, comme on ne la voit pas, on ne peut pas la valoriser en tant que telle. Et donc c'est aujourd'hui un vrai sujet dans lequel les entreprises, et la période que l'on vit, on se retrouve finalement à avoir une cible, pardon d'utiliser ce terme-là, mais de clients qui est très large et qui ne distingue absolument pas des gens qui ont un handicap, ceux qui ne l'ont pas, etc. Donc ça veut dire qu'on a face à une entreprise cliente, elle a face à elle un potentiel de client qui est le même, identique, sauf que pour pouvoir toucher un malentendant, pour pouvoir vendre un produit, etc., il faut être en capacité d'adapter son offre, d'où la notion justement d'accessibilité numérique. Donc les entreprises ont compris, je pense, pour la plupart, qu'il y avait un intérêt business.
Mais intérêt business, parce qu'en fait, il y a un potentiel de business qui est étendu, qui est élargi et qui se doit de toucher les clients. C'est-à-dire que quelque part, on est presque dans de la relation client, là où on avait avant toujours d'ailleurs des mécanismes de fidélisation, de marketing relationnel. Eh bien aujourd'hui, on l'adapte à une typologie de clientèle, et il n'y a pas de honte du tout à parler comme ça, c'est une typologie de clientèle, et on adapte aujourd'hui l'offre pour pouvoir la développer. Donc oui, il y a une source de business. Elle est accélérée par deux choses, selon moi, et ce n'est pas pour rien aussi qu'une entreprise comme OnePoint ou d'autres sont très présentes aussi sur ces sujets-là. Parce qu'on a la technologie ou le digital en nous. C'est notre façon aussi de fonctionner et on part aussi de là. Et en fait, le digital et la data, de manière assez simple, sont deux éléments qui viennent accélérer la possibilité d'accéder justement à cette typologie de clientèle. Le digital, c'est ouvert à tous, donc c'est juste qu'on se doit de l'adapter, et c'est ce que tu décrivais très bien tout à l'heure. Et la donnée, c'est ce qui nous permet aussi de fidéliser et d'avoir une individualisation de la relation. Et donc, dans ces cas-là, je me sens concerné et je suis client pour ce que je suis, pas uniquement client au sens mass market, etc. Et dans ces cas-là, bien sûr, il y a un vrai enjeu business. Les entreprises qui peinent encore à passer à l'action l'ont compris parce qu'elles peuvent intégrer dans leur business plan, dans leur plan de développement, un nouveau type finalement de clientèle. Et effectivement, on est assez loin du charity business, on est assez loin de je me donne bonne conscience ou je crée ma mission handicap parce que voilà, j'ai répondu aux obligations légales dont tu parlais, mais c'est aussi parce que c'est une source de développement pour moi et je joue mon rôle d'entreprise citoyenne. C'est-à-dire qu'en plus d'être dans une logique de développement business, etc., ce qui n'est pas de mal du tout, je me retrouve aussi à jouer mon rôle où j'ai une logique d'ouverture à un potentiel de client qui est très large et je permets à chacun finalement de devenir et de pouvoir consommer mon produit ou mon service. Et dans ces cas-là, en interne, puisqu'on faisait le lien tout à l'heure, l'expérience client que l'on propose est à l'image de l'expérience collaborateur que l'on va aussi avoir en interne. Et si, c'est ce qu'on appelle souvent la symétrie des attentions, si ces deux sont bien en phase et sont bien alignés, l'entreprise a une colonne vertébrale et se développe. Parce que nous, chez donc Dentsu, on est un groupe de communication, donc on reçoit des briefs clients. Je ne suis pas certain qu'on ait encore, en termes de cible à toucher, les personnes en situation de handicap ou les personnes en situation handicapante. Mais ce qui est intéressant, c'est que si toi, à ton niveau, tu vois que les entreprises commencent à être sensibles et bouger en intégrant cette population qui devient de plus en plus exclue si elle n'a pas accès au monde digital, nous, bientôt, on va l'avoir dans les briefs. Et forcément, à un moment donné, Gaël va nous dire « c'est super, j'ai dans le brief ». Mais on arrive toujours à ce problème de passage à l'acte. Donc, en fait, c'est ça qui est terrible à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y a 1 an et demi, on était déjà là. Il y avait un peu plus de monde parce que on avait un peu moins peur, on avait moins pris l'habitude. Et on se posait déjà les mêmes problèmes de passage à l'acte. Donc vraiment, je suis ravi d'entendre, et vous qui êtes connectés du monde de l'entreprise, tant mieux si vous arrivez à faire passer ces messages, qui n'est pas ces messages de business. Je suis ravi de l'entendre. Est-ce que c'est descendu aux directions marketing? Je ne le sais pas. Est-ce que c'est gênant de dire on va prendre une population, entre guillemets, en situation de handicap, reconnue ou pas reconnue? Je ne le sais pas. Et Gaël, tu n'as pas encore le brief. Moi j'ai juste un petit truc, si je peux me permettre, pour rebondir sur ce qu'a dit Serge, qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il ne faut pas oublier d'impliquer ceux qui sont concernés pour pouvoir faire remonter les usages. Parce que techniquement, c'est la méconnaissance des usages et des besoins des personnes en situation de handicap ou qui rencontrent des situations handicapantes, parce que la jeune femme en poussette dans Paris est dans une situation handicapante. C'est cette méconnaissance-là qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à adapter ou réadapter leurs produits et leurs services, ont du mal à passer à l'aspect finalement entreprise citoyenne. Et je rebondis sur un dernier point avant de passer la parole à Gaël, c'est que les personnes en situation de handicap, et là pour le coup je me permets de parler au nom des personnes en situation de handicap, on ne veut pas de charité en fait. On n'en veut pas, on n'en veut plus et on n'en a jamais voulu. On ne veut pas être assisté, d'où en fait notre souhait d'accessibilité numérique et d'accessibilité universelle d'un point de vue global. C'est vraiment pour pouvoir finalement gagner en autonomie et en pouvoir d'achat et de vie. À toi Gaël, merci. C'est une bonne transition. J'avais aussi quelque chose à rajouter sur les propos de Serge.
En termes de business jusqu'à présent, dans l'industrie web et numérique au sens large, on s'appuyait énormément sur de la mesure d'audience, par exemple, ou sur des outils d'analyse pour essayer de deviner ce que cherchait l'internaute, l'utilisateur, le client. Ces outils-là ont toujours eu le biais de ne chercher qu'à regarder ce qu'on voulait bien trouver. Les utilisateurs en situation de handicap étaient systématiquement invisibilisés, puisqu'elles n'arrivaient pas à se servir des outils, elles n'apparaissaient jamais, leurs besoins n'étaient jamais exprimés d'une manière ou d'une autre à travers ces outils de mesure. Le problème existe toujours, hein, c'est juste qu'aujourd'hui, dès la conception, on va plutôt essayer de penser aux utilisateurs au sens large et ne pas attendre d'avoir un service en ligne qui va nous remonter des statistiques pour essayer de deviner. Et il y a quelque chose qui est assez important aussi, c'est qu'en faisant ça, en prenant les choses de manière consciente, à travers tout le processus de production et même à travers tout le processus d'échange entre un prestataire, un client, un service public, on commence à dépasser le cadre légal de l'accessibilité numérique, qui est l'obligation avec des petites cases à cocher, j'ai bien fait ça, et on commence à parler de qualité. On commence à parler d'un service numérique qui n'est pas censé sortir s'il a des défauts de qualité. C'est quelque chose qu'on peut étendre sur le plan technique, mais aussi stratégique, à d'autres enjeux business, comme la sécurité, par exemple, des données personnelles, des services en ligne. C'est aujourd'hui quand même aberrant dans notre industrie que ce soit des choses à faire en plus et une spécialisation dans les métiers, alors qu'au final, on est juste en train de dire qu'on va bien produire un service numérique. Quand on produit un outil de démarche en ligne, par exemple OnePoint, on travaille pour le service de retraite de l'État, c'est inenvisageable aujourd'hui de se dire qu'on va pas sortir, qu'on va sortir plutôt un service numérique pour des personnes sur le point de prendre leur retraite du service public qui ne soit pas accessible. C'est délirant. Donc évidemment, ce n'est pas le cas, mais il y a quelques années encore, c'était envisagé de cette façon-là. L'accessibilité était quelque chose qu'on allait rajouter à la fin du projet. Comme on le disait au début, c'était pas mentionné dans le brief ou pas suffisamment pris en charge. Aujourd'hui, on a vraiment une prise de conscience et une montée en qualité progressive de l'industrie, pas uniquement sur l'accessibilité numérique, mais sur tous les domaines du numérique. Oui, donc en fait, on parle d'usage. On n'est pas là en train de dire c'est comme ça pour là ou c'est comme ça pour l'autre. On parle juste d'usage par rapport aux besoins de la cible. Parce que moi, exactement. Je sais que et on se dit que de toute façon, l'utilisateur a des besoins. On pense aux besoins de l'utilisateur et donc on délivre le service qui va répondre à ses besoins. Et c'est triste à dire, mais notre industrie, en fait, c'est pas construite dans ce sens-là du tout jusqu'à présent. Donc, en tout cas, l'industrie numérique à proprement parler. Quand on voit les défauts qu'on a pu trouver sur... je prends un exemple un petit peu bête, je parlais de sécurité tout à l'heure, les téléviseurs connectés à Internet avec des commandes vocales et les micros qui étaient activés en permanence sur les premières générations de télévision. C'est quelque chose de délirant aujourd'hui de se dire qu'on avait un micro allumé en permanence chez soi. Et c'est juste parce qu'on n'avait pas pensé en fait que l'utilisateur n'avait pas besoin de ça. On s'était limité à répondre à la première question, comment je m'en sers, et on n'était pas allé plus loin sur l'usage au quotidien, sur ce que voulait vraiment l'utilisateur. Et aujourd'hui, ce cap est en train d'être franchi progressivement par certains acteurs de l'industrie, et un jour par tous, on peut l'espérer, quand le déficit de formation, de compétences et tout ça sera comblé. Mais aujourd'hui, on est encore obligé de jouer sur l'aspect réglementaire de la chose, alors que ça devrait être un enjeu de qualité de base, et on est capable de livrer des produits de qualité. Moi, juste pour pouvoir témoigner aussi sur les briefs, parce que j'en vois énormément des briefs, on constate vraiment cette prise de conscience et passage à l'acte. C'est-à-dire quand un acteur du secteur public prend conscience qu'il y a différentes typologies d'utilisateurs, et ces utilisateurs-là, on a la vieillesse, l'handicap, le fait de ne pas être à l'aise avec les outils numériques. Dans son brief, il dit que la solution qu'on doit imaginer doit permettre à tous ces personnes-là d'accéder aux services, et que c'est comme ça qu'ils imaginent le service public. Moi, peut-être que je vais jouer encore mon côté très optimiste, mais on voit quand même une prise de maturité et passage à l'acte dès les briefs. C'est pas suffisant, c'est pas ce que je dis, mais on voit quand même un passage à l'acte.
Parce que tout à l'heure, on en parlait avec Gaël quand même, qui disait entre c'est dans le brief et au moment donné, eh ben, cet élément du brief se perd tout au long du développement du process en disant bah oui, mais non, je préfère le rouge, on va pas mettre ça en jaune, si je schématise. Mais c'est un peu ça. Oui, oui, c'est des exemples que j'ai croisés de prestataires sur des projets dont le cahier des charges exigeait d'être conforme au RG2A qui en fait disaient clairement non, je veux pas le faire. Bon, j'ai pas croisé ça souvent, heureusement, mais ça existe. ça a existé, ça existe probablement encore par endroit. En fait, un cahier des charges, effectivement, c'est ce qui nous engage en tant que professionnels. C'est quand même aberrant de se dire un jour, je vais prendre des libertés avec le cahier des charges de mon client. Je peux un point de précision et de complément juste à ce que j'ai entendu. Mon regard aussi, c'est que au-delà de la vision qui est donnée, de l'intention qui est affichée, je trouve que la vraie action, le vrai changement, il est dans ce que tu décris. C'est-à-dire que, et là on rentre vraiment dans la façon de faire, dans l'opérationnalisation, les méthodes utilisées en fait sont plus les mêmes. Ce sont des méthodes, alors de manière très basique, je dirais que c'est on définit un usage avec un utilisateur, et avec un utilisateur qui va avoir justement ce besoin, qui va l'exprimer, qui va être directement concerné. Et je pense que ça, c'est une manière, mais pour être très pragmatique, une façon très concrète en fait de passer à l'acte. De dire, je ne suis plus dans la déclaration d'intention ou dans le produit cible ou dans ce que je vise, mais dans ma cible, puisque tu parlais tout à l'heure de business, j'intègre complètement en fait, l'ensemble des populations concernées. Et donc, dans mes usages, eh ben, j'ai besoin d'avoir des personnes qui incarnent cette nouvelle cible finalement que je vise. Et ça veut donc dire évolution des méthodos, évolution des modes de management peut-être, évolution des produits derrière qu'on va être capable de sortir. Et ça, c'est très concret, c'est pas juste du plan strat. Et évolution aussi des profils qu'on va rechercher dans l'entreprise. Exactement. En fait, il y a une évolution des profils qu'on va rechercher dans l'entreprise. Et quand tu as parlé, Serge, d'évolution de manager, mais c'est primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va recruter des personnes en situation de handicap, on va recruter des personnes avec une histoire, avec un parcours qui, du coup, finalement, ont besoin d'un type de management qui n'est pas celui avec lequel on managerait monsieur et madame tout le monde. Et ce que j'aime à dire, c'est que finalement, ces personnes en situation de handicap vont pousser on va dire les managers à revoir finalement leur management et à se dire peut-être que jusque-là, ce que je faisais avec mes autres collaborateurs, je ne le faisais pas au sur-mesure, c'est-à-dire que je n'allais pas vraiment dans leurs besoins. Ça, on s'éloigne un peu de l'accessibilité, mais pour moi, en fait, pour qu'on puisse, dans une entreprise, intégrer sur tout le pipe et toutes les plateformes, l'accessibilité numérique et que tout soit 100% insertion économique pour les personnes en situation de handicap, il faut une culture d'entreprise en fait. Il faut sensibiliser, il faut faire prendre conscience de ces usages dont on parle et il faut les faire simuler et les faire comprendre aux managers, à la direction, mais aussi finalement aux collègues, aux gens de tous les jours, aux gens qui sont aussi comme Gaël, parce que Gaël, on a de la chance. C'est une personnalité finalement qui est très sensible au sujet et qui fait que du coup, il s'est formé tout seul et a grandi sur ce sujet de manière assez intuitive, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je pense qu'il y a un rôle aussi des DRH et de la direction de changer la culture dans le monde de l'entreprise française. On est encore sur un apprentissage en plus. Alors, ça devrait être un apprentissage de base. Ça devrait être partie des prérequis de toute forme d'apprentissage, de toute forme de formation, dès qu'on va toucher au monde digital, d'intégrer cette donne. On n'est pas tous obligés de savoir le contenu précis de la RG2A, parce que sinon, on y passe 4 jours et on ne comprendra rien. Et ça, c'est le boulot de Gaël de le comprendre, ou le boulot de quelqu'un qui est ici, Numéroca, de le comprendre, ou chez nous, dessous des gens qui sont au studio, de le comprendre, de le savoir. Mais ça devrait être un prérequis dans la formation pour que tout le monde soit sensible à cette donne, la civilité numérique. Parce que c'est nécessaire pour retrouver les profils, pour la société, parce que c'est une source de business, parce que c'est une source d'évolution, parce que ça répond aux objectifs quand même monstrueux qu'on a devant nous d'un équilibre sociétal, social, économique et environnemental. Ça répond à ça. Donc voilà, donc je suis super content en fait d'être avec vous, parce que par rapport à il y a un an et demi, je trouve que ça a avancé. J'aime bien le positivisme de Bassam, donc ça c'est cool. Le pragmatisme de Gaël. Donc c'est bien. Donc voilà, c'est bien de constater ça. Je vais faire un petit lien avec les deux dernières interventions de Nawal et de Serge. En fait, il y a le lien fondamental derrière tout ça. Nawal disait que on s'éloignait de l'accessibilité numérique quand on parlait du management au sein de l'entreprise.
On peut aussi faire un lien avec le sujet d'éducation dont parlait Serge, mais en fait, dans l'entreprise, il y a quelque chose qui est fondamental dès qu'on fait attention à l'accessibilité, c'est de demander à une personne comment elle veut qu'on interagisse avec elle. Est-ce qu'elle préfère le téléphone? Est-ce qu'elle préfère l'écrit? Est-ce qu'elle préfère la visio? Tout ça, ce sont des sujets d'éducation. Si on apprend enfant que tout le monde ne communique pas de la même façon ou a des besoins particuliers, on saura le faire dans une entreprise en tant que manager, en tant que personne, en tant qu'individu. Et derrière, le lien avec l'accessibilité numérique, il est assez évident en fait. Il faut que les outils au sein des entreprises soient accessibles aussi, le permettent. Aujourd'hui, par exemple, on a la chance d'avoir de l'interprétariat LSF et de la retranscription automatique. C'est quelque chose qui doit être intégré dans les outils au sein des entreprises, sans parler des projets, sans parler des clients, des services. Entre collègues, on doit être capable de mettre en œuvre ce genre de solution pour échanger, pour inclure justement une personne aveugle, une personne sourde dans notre quotidien. Et c'est pas si évident que ça. Moi, je connais très peu d'exemples d'entreprises qui permettent vraiment une telle flexibilité dans les moyens de communication. Donc on parlait d'usage, maintenant on parle effectivement de rapport à l'autre, de respect, d'écoute, de compréhension de l'autre. Et donc c'est... en fait, c'est ce que Nawal, ce que tu disais, c'est plus l'accessibilité numérique, c'est une accessibilité universelle. Et dans la notion d'accessibilité, c'est l'autre, parce que accessible tout seul, ça sert à moins grand-chose que d'être accessible à l'autre, ou que l'autre soit accessible. Oui, tu parlais tout à l'heure du RG2A, de la connaissance et tout ça. Il faut bien voir que le cadre légal aujourd'hui, c'est vraiment le minimum, en fait. C'est le palier zéro de l'accessibilité numérique. C'est ce qu'on doit faire de manière indispensable. Ça, c'est pas du tout un objectif, en fait. L'objectif, il est largement au-dessus. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut réaliser quand on travaille au quotidien. On ne doit pas faire de l'accessibilité dans un projet parce que le RG2A est mentionné dans le cahier des charges, en fait. On doit le faire parce que les utilisateurs en ont besoin. Et tu l'as pas encore, ça. Ça, c'est l'évolution du brief de demain. Alors, si, il y a des services publics, des entreprises qui ont cette conscience-là et qui vont déjà beaucoup plus loin que ce qu'exige le RG2A notamment. Par contre, c'est pas du tout généralisé. Ça reste exceptionnel. Après, notre rôle en tant qu'entreprise, que ce soit la nôtre ou la vôtre, c'est d'apporter, c'est que nous, on guette ce qui se passe sur le marché, on guette les besoins et on a besoin d'apporter ce conseil à nos clients. Donc le fait est que nous, sur toute la chaîne de fabrication d'un produit digital, que ça se passe du design, du dev, bref, l'ensemble de la chaîne des savoir-faire, on les augmente, on va les chercher. Ça nous permet d'avoir une assise pour pouvoir avoir ce premier complément et cette première cale pour que les autres passent à l'acte. Il y a ce point-là. Le fait est d'avoir des gens qui sont capables d'imaginer la transformation organisationnelle, elle est dynamique. Donc ça, c'est très bien. Le fait est que nous, on arrive à avoir déjà les éléments de conviction et les éléments de mise en mouvement, ça fait une deuxième cale pour pouvoir aider les autres. Donc on a un rôle, c'est très bien. Dire à tout le monde, collectivement, on n'y est pas. Mais aussi, moi, j'ai l'impression qu'on doit prendre pour nous une part supplémentaire parce qu'on est au service d'eux, parce qu'on est ce rôle de guetteur sur le marché et parce qu'on a besoin d'aider les autres à se mettre en mouvement. Donc, je prends je me auto-fouette encore un coup supplémentaire par rapport au marché. Je sais que ça te plaît. Non, mais surtout pas. Non, mais ce qui est... Oui, on a ce rôle de conseil. Oui, on a ce rôle de, un jour, j'espère, de pouvoir refuser un brief, de pouvoir retravailler un brief en disant, si le brief n'intègre pas ce que vient de dire Gaël avec justesse, c'est-à-dire l'usage, l'autre et le respect, ben on ne va pas le traiter comme ça parce que de toute façon, on sait que déjà, on ne servira pas un bon produit, qui va être très vite obsolète, et que derrière, c'est l'entreprise, et c'est l'image de l'entreprise qui en pâlit. Parce qu'on a parlé de business, mais on a aussi parlé de valeur de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, les consommateurs ou les clients d'une entreprise sont d'autant plus sensibles aux valeurs qu'elle défend et à sa capacité à respecter et comprendre l'autre. Et c'est vraiment des valeurs nouvelles. Et donc oui, c'est super intéressant. C'est-à-dire qu'on est vraiment, comme tu le dis, au moment où il y a la sensibilisation, la sensibilité qui commence à intégrer cette accessibilité universelle, qui n'est pas encore, tel que moi je le constate, vraiment une réalité dans le brief, parce qu'il n'y a que le brief qui compte, parce que c'est le brief qui amène le produit, que ce soit un brief sur une campagne, que ce soit un brief sur un site, mais même sur un produit. Voilà, moi je me souviens, la dernière fois il y avait Timothée Adolphe, notre champion, médaille d'argent aux 100 mètres olympique, qui lui, dont le rêve était d'être ingénieur du son, et qui après son bac S n'a pas pu devenir ingénieur du son parce que les consoles n'étaient pas faites pour lui. Donc c'est terrible. Donc voilà, et c'était il y a 15 ans déjà.
qu'il a un handicap et qu'il est... Il est non-voyant. Bon, mais ça, il a développé une formation qui s'appelle « On ne voit bien qu'avec ses oreilles », et il a tout à fait raison. Donc, non, il est presque l'heure, hein, déjà, même si on a commencé en retard. Il y a des commentaires, il y a des questions. Il y a plein de commentaires, il n'y a pas de questions. Plutôt des bons commentaires, rassure-moi. Ah bon, c'est super. On peut en avoir quelques-uns? Oui, bien sûr. On a eu le droit à des commentaires sur effectivement la formation des collaborateurs, pour dire que c'est quelque chose qui est très important. Aussi sur tout ce qui est la prise en compte de la formation dès l'école et la petite enfance, que ça c'est un autre débat, mais que c'est important effectivement de sensibiliser dès le plus jeune âge. Voilà, et puis d'autres commentaires qui disent que vous êtes des super intervenants, que tout se passe bien. Merci. Et oui, ça c'est le prochain débat, je pense, qui est fondamental, c'est de se dire que comment l'entreprise peut avoir son rôle dans la formation, sans se mélanger avec l'éducation nationale, mais soit des formations parallèles, nous, ce qu'on fait chez nous pour des élèves de 3e, sur la pollution numérique, la protection des données, même pour des élèves de 6e face au hashtag anti-2010, voilà, comment leur donner les clés d'un monde digital qui feront peut-être mieux, ou en tout cas plus ouvert, plus accessible et plus respectueux que celui qu'on essaye de faire évoluer dans le bon sens. Du coup, j'aimerais juste qu'on finisse avec une ouverture, si ça ne vous dérange pas. C'est une réflexion, pour le coup, que je porte personnellement et que j'aimerais que tous les DRH, toutes les entreprises et l'État pensent aussi. C'est comment est-ce que finalement, grâce à l'insertion des enfants dans les écoles depuis leur enfance, les enfants en situation de handicap, on arrive à faire remonter finalement ces usages qui ne sont aujourd'hui méconnus et on arrive à inclure économiquement des personnes qui, dès leur enfance, on les met de côté. Comment est-ce qu'on arrive à être une société inclusive dès l'école, dès l'entrée à l'école, pour qu'aujourd'hui, le digital soit finalement un digital natif, accessible et accessible à tous? Et comment l'entreprise peut y participer? Tout à fait. Alors, je voulais vous remercier. Je veux remercier Julie, je veux remercier le Manifeste, parce que Manifeste, on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est 130 patrons qui ont décidé de s'engager. Et c'est vrai que quand les patrons s'engagent, c'est plus facile à faire passer les messages que c'est simplement la mission handicap qui porte le sujet. Merci Nawal, et merci parce que Nawal était un peu la cheville ouvrière aussi de l'organisation de cet événement avec Julie du Manifeste. Merci Serge. Merci Gaël pour ton pragmatisme et nous ramener un peu à la réalité et pallier parfois à l'optimisme génial de Bassam. Merci Bassam, merci à vous tous, merci à OnePoint, merci à Maria et Latifa, nos deux traductrices de langue des signes qui ont fait un boulot comme d'hab exceptionnel et indispensable. Et merci à OnePoint, merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui nous ont écoutés. Et la prochaine fois, on espère se dire qu'on a passé un stade et se dire, voilà, on s'était dit rendez-vous dans 6 mois pour savoir si les briefs ont évolué, si Gaël dit j'ai trop de boulot maintenant. Il a déjà trop de boulot. J'ai trop de boulot à faire et pas à essayer de rattraper. Jamais trop, jamais trop. Et merci à tous et merci au revoir à toi, et Christian, à très pour bientôt. cette animation. Merci beaucoup.